Merci pour cette invitation, merci pour votre présence, merci aux organisateurs. J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas assez de temps, donc j'essaierai d'aller rapidement. Euh, je suis beaucoup plus sceptique sur le discours autour des diasporas, parce que c'est justement de là que part l'idée d'écrire là-dessus. Il est question effectivement de voir dans les diasporas africaines un moyen de financer le développement d'Afrique. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise, hein. Sauf qu'il y a une part de romantisme là-dedans qui pose effectivement beaucoup de problèmes. Euh, Concernant le financement en lui-même, on se rend compte que les sommes qui sont dirigées vers l'Afrique par les diasporas finalement restent assez insuffisantes. S'il faut vraiment adresser le développement de l'Afrique, je prends la Banque africaine de développement depuis bientôt 20 ans, dit qu'il faut juste pour les infrastructures du continent à peu près 180 à 200 milliards par an. Le record que la diaspora africaine a réalisé vers le continent africain, c'était en 2003. C'était 100 milliards. Dans ces 100 milliards, il y a 3 pays qui ont quasiment 50% déjà des 100 milliards. L'Égypte, le Nigeria et l'Éthiopie, qui sont aussi les pays les plus peuplés. Donc déjà, il y a la moitié des fonds qui disparaissent. En moyenne, ça tourne autour de 53 à 58 milliards par an. On n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a eu ce pic en 2023. Et l'autre chose dans ces montants, effectivement, c'est que en plus de la mauvaise répartition, ça reste adressé pour des besoins les primaires. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se nourrissent, etc. Donc, on ne parle pas d'ailleurs aussi d'une partie sombre de cet argent, parce qu'il y a aussi du trafic, du blanchiment, etc. Répondant à l'idée que c'est de l'argent qui vient d'une bonne conscience et qui légalement est parfait, ça reste insuffisant. Parce que le problème du financement revient aussi à dire que les gens qui bénéficient de ça pour se soigner, pour se nourrir, etc., devront se couper un bras. Parce qu'on leur dira, non, on veut développer l'Afrique, donc vous ne mangez plus, vous n'envoyez plus les enfants à l'école, etc. Donc c'est un vieux serpent de mer qu'on traîne depuis longtemps, qui se mord la queue en même temps. Et qui n'a pas de sens pour moi en réalité. Il n'empêche que derrière ce qui reste pour moi une fable très romantique pour l'instant, il y a des possibilités de financer le développement africain à travers les diasporas. Moi, j'en ai identifié une parce que techniquement c'est possible et parce que par ce biais on arrive à escalader effectivement tous les écueils, toutes les difficultés que l'Afrique rencontre en termes de gouvernance principalement, ou en créant un système financier à travers un établissement bancaire qui permet des dépôts pour financer des projets hors contrôle des États. Et je pense que c'est cette façon qui permet de capter directement la ressource financière des diasporas pour investir directement dans l'économie. L'Afrique a un taux de croissance depuis les 20 dernières années entre 3 et 5% en moyenne, de façon générale sur le continent par an. Ça permet de garantir à aux déposants, des taux variant entre 5 à 8%. C'est qui est un investissement très intéressant actuellement. Et c'est comme ça que moi je vois, et c'est la seule façon. Il faut pas se mentir, hein, dans l'état actuel de l'Afrique, les gens n'iront pas parce que ils aiment l'Afrique, ils iront parce qu'ils veulent préserver leur argent. Personne ne va investir et ne va se ruiner. Il faut vivre dans le vrai monde. C'est ça, c'est-à-dire que la garantie à apporter qui s'accompagnera de la confiance, c'est un établissement financier qui s'engage à financer les projets en Afrique, avec la garantie que les États n'ont aucun moyen d'intervenir là-dessus. D'ailleurs, ils pourraient eux-mêmes emprunter auprès de cet établissement. Et pour terminer là-dessus, je rappelle qu'avec 100 milliards de dollars par an pour une population d'1,3 milliard de personnes,
Ça fait 77 dollars par personne par an. Donc ça fait 6 dollars par an. Donc il faut que tout le monde redescende sur Terre, respire et qu'on lise les chiffres, les rapports et qu'on réfléchisse plus sérieusement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'allais vous demander, avant de donner la parole à Monsieur le sénateur sur la question de l'inondité, de la représentativité dans les cercles de décision. Isabelle, est-ce que vous ne pensez pas que les perceptions, les attentes, les contraintes des diasporas lorsqu'il s'agit de s'engager économiquement sont trop importantes? Quand on voit les résultats de votre étude, on se dit, bon, finalement, ça ressemble pas nécessairement à ce qu'on perçoit. Enfin, moi, j'ai été surprise, à titre personnel, en me disant, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus. Monsieur Meignier vient de dire, effectivement, c'est pas réaliste, les attentes. Qu'est-ce que vous, en tant que entreprise du secteur privé qui investit en Afrique et qui est très présente, vous ressentez par rapport à cela? Alors, je vais me situer pas forcément sur le plan d'Orange, mais plutôt en tant que véhiculant la parole de ce qu'on a recueilli auprès de la diaspora africaine et ce qu'on connaît via nos collègues. Je crois qu'il y a plusieurs paramètres et j'aime beaucoup la position préalable parce que je pense que ça fait complètement écho, mais sur une autre façon, à ce qu'on ressent via nos données, à savoir que il y a vraiment cette espèce de tension entre quand même le bien-être individuel dans le pays de résidence et la volonté, peut-être que c'est du romantisme, peut-être que c'est aussi tout simplement une aspiration, malgré tout, à voir sa famille, ses relations locales, avoir un niveau de vie amélioré, et en même temps, cette espèce de tradition qui impose, malgré tout, d'apporter quelque chose de pays, mais au cercle proche. Donc ça, c'est le premier point, je dirais presque affectif et émotionnel. Et quant à l'investissement, pour ce qu'on a vu auprès des particuliers, clairement, nous n'avons pas traité le sujet du système bancaire, etc. Mais rien que pour des transferts, vous l'avez vu dans la petite vidéo, il y a quand même une très grande crainte que l'argent n'arrive pas, que l'argent soit mal utilisé. C'est pas uniquement un aspect digital, hein, numérique finalement. Même lorsqu'on investit dans les projets, il faut des personnes de confiance quand on est bas sur place. Et ce côté confiance, il est clé dans les systèmes bancaires, il est clé dans les systèmes institutionnels et dans l'économie. Donc je pense que c'est aussi, ça fait partie du débat et sur lequel la Orange est aussi très impliquée, parce que ce mot confiance, j'en parlerai un peu plus tard, mais fait partie de nos enjeux. Merci beaucoup. On a parlé d'argent, mais le capital à lui seul ne crée pas d'architecture politique. Une diaspora peut envoyer des fonds sans pour autant peser sur les décisions. Là, pour la question suivante, j'aimerais tourner vers Monsieur le sénateur. La question de la représentation, l'influence, la capacité à structurer un agenda pour les diasporas, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous, qui êtes l'un des rares élus européens issus d'une trajectoire migratoire africaine, à exercer aujourd'hui un mandat à Bruxelles? Vous incarnez en quelque sorte cette trajectoire diasporique devenue pouvoir institutionnel. Quel est votre sentiment là-dessus? Bien, merci. Avant tout d'abord, merci pour l'invitation qui nous a été faite. Je voudrais aussi, au nom de la région de Bruxelles, souhaiter à toutes et tous la bienvenue dans cette belle ville. Oui, j'attends des réactions qui appuient cette déclaration solennelle que Bruxelles est l'une des plus belles villes du monde. En tout cas, c'est une des villes les plus cosmopolites du monde, avec 183 nationalités qui vivent ici à Bruxelles. C'est un laboratoire du vivre ensemble. Pour votre question, je pense que nos diasporas, nous sommes déjà confrontés sur le plan politique à la double appartenance. Donc il faudrait voir notre engagement comme un pont entre nos pays d'origine et notre pays d'accueil, notre pays de résidence. On ne va pas se positionner spécifiquement par rapport au pays de départ,
ni spécifiquement par rapport au pays d'adoption, mais comme un pont. Ça, c'est un premier élément important. Un deuxième élément, quand on s'engage dans le combat politique, c'est vrai qu'on vient d'une diversité, c'est vrai qu'on vient d'une minorité peut-être, mais d'abord, on s'engage par rapport à des valeurs, par rapport à des convictions. Je ne m'engage pas dans le combat politique parce que je viens de Guinée ou d'ailleurs. Je m'engage parce que je porte des valeurs, je porte des convictions que je défends. Et dans ces convictions, il en va de soi que d'où je viens, et dans ma sacoche, les valeurs qui sont les miennes, qui sont africaines, et les valeurs occidentales dans lesquelles j'évolue, je dois trouver le pont, le lien. Deuxième élément, il est difficile, voire même déconseillé, de créer un environnement politique à travers un recentrage par rapport à d'où on vient. Il ne faut pas vouloir exercer un mandat politique tout simplement en s'adressant à sa base et sa base électorale qui est peut-être de cette diaspora. Mais vouloir représenter cette diaspora, vouloir établir ce pont nécessaire entre les cultures, ce pont nécessaire entre les pays, c'est une responsabilité de nous qui sommes élus et issus de cette diaspora. Un autre élément important, nous devons tous travailler à ce que les diasporas travaillent pour la connaissance, travaillent pour qu'on puisse mettre les compétences comme premier élément de revendication. Je ne revendique pas la responsabilité qui est la mienne parce que je viens d'une minorité, je revendique la responsabilité qui est la mienne parce que j'ai porté un projet et des Belges ont choisi de m'accorder leur confiance pour le mandat qui est le mien. Maintenant, une fois élu, la responsabilité m'incombe d'établir un pont durable entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption, créer justement les conditions nécessaires pour que ma diaspora ou les diasporas que je représente puissent servir les deux pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Mais je pense qu'il était important de camper le décor. Oui, oui, oui. On ne fait pas de la politique parce qu'on vient d'une diaspora, on fait de la politique parce qu'on porte des valeurs, on a des convictions à défendre. Et une fois, effectivement, qu'on est dans les instances de décision, on doit faire en sorte que le pont nécessaire soit établi. D'accord. Alors, j'aimerais poursuivre dans l'idée que vous venez de développer. Est-ce que vous pensez qu'avec cela, en tenant compte, les diasporas sont suffisamment structurées pour peser sur la décision politique? Parce que vous avez dit, on doit d'abord obtenir les fonctions liées à nos compétences, liées à notre mérite. Je pense que tout le monde partagera cet avis. Est-ce que les opportunités pour que cela arrive sont suffisantes d'un point de vue institutionnel, politique? Est-ce que c'est suffisamment possible, ou en tout cas possible pour suffisamment de monde, afin que les aspirations des diasporas soient représentées? Très bien. Encore une fois, dans la sphère belge et spécifiquement bruxelloise, je dirais quand même, nous avons un modèle à vendre. Pourquoi? Je sors du Parlement bruxellois à l'instant où on est dans une discussion budgétaire. Celui qui préside les assises, il est issu de cette diaspora. Donc le président du Parlement bruxellois est issu de la diaspora africaine. Plus loin, il y a d'autres responsabilités. Il y a vraiment des élus à tous les niveaux qui reflètent la diversité bruxelloise. Peut-être c'est cette concentration de nationalités différentes qui compose notre tissu. Les diasporas, pour qu'elles puissent apporter ou peser dans les structures de décision, doivent s'organiser. Ici, à Bruxelles, donc je pars toujours de mon laboratoire, ici à Bruxelles, nous avons pratiquement des organisations de la diaspora par pays. Mais il n'existe pas une fêtière de la diaspora africaine, par exemple. Un seul organe qui peut parler au nom de toutes les diasporas africaines. Je pense que c'est un élément important. Pour pouvoir peser, il faut d'abord être unis. Il faut créer le socle commun, le socle de valeurs
ce que nous avons en commun et pouvoir mettre nos revendications sur base de ça. Aussi, en parlant des diasporas, on oublie parfois ceux qui sont nés ici et qui se revendiquent tout aussi africains. Comment faire en sorte pour que tout le monde se retrouve autour justement de ce projet de pont entre les deux mondes, de pont entre des cultures différentes. C'est le travail que nous devons mener, structurer la diaspora, faire en sorte qu'il y ait des structures de lobby pour des sujets. Nos diasporas doivent se positionner au-delà de l'investissement sur des enjeux majeurs de notre société, des enjeux de développement durable, des enjeux climatiques, des enjeux de sauvegarde des valeurs qui fondent l'humanité. Et pour ça, il faut avoir des organismes structurés, des organismes démocratiques qui sont l'émanation de toutes les diasporas. À partir de cet instant-là, je pense, on pourra parler de sphère de décision. Mais lorsqu'on parle du Congo, pour ne citer que ce pays, et que vous ne voyez que des ressortissants du Congo, il y a un souci. Lorsqu'on parle de la protection de la forêt au Congo, toute l'Afrique, toutes les diasporas africaines devraient se retrouver dans ce combat. Lorsqu'on parle de la pêche, lorsqu'on parle d'autres facteurs importants, il faut qu'on se retrouve tous autour du même sol. Donc pour peut-être conclure sur cet aspect, l'unité, la structuration, les objectifs, encore une fois, les compétences doivent être mises au service de la diaspora. Individuellement pris, nous avons des valeurs sûres. Collectivement, quand je dis nous, là je me retrouve effectivement dans cette diaspora, mais collectivement, il y a un souci. Il y a des appels à projets, je termine par ça. Annuellement, il y a des appels à projets à Bruxelles, en France et un peu partout. Une association peut avoir un projet extraordinaire, destiné à un pays d'Afrique. Mais du fait que cette petite association ne dispose pas de compétences suffisantes en matière de gestion de projet, en matière d'accompagnement, en matière de ficellement de dossiers solides, mais c'est des appels à projets qui passent à côté. On va parler de tout. Commençons par parler de l'unité et de l'union des diasporas africaines pour construire un socle commun de combat et de progrès. Merci. Monsieur Serge-Éric Menny, vous avez écrit un ouvrage qui a été publié en fin d'année dernière en parlant de mythes des diasporas. Monsieur le sénateur vient de nous donner un mot-clé qui est le mot organisation. Est-ce que lorsque vous avez rédigé votre ouvrage, c'est l'une des limites, l'un des problèmes que vous avez identifiés concernant la diaspora ou les diasporas? D'ailleurs, vous me direz si finalement il faut faire la distinction, parce que en l'écoutant, c'est ce qu'on se dit. Est-ce que l'organisation n'est pas l'une des clés pour que la question des diasporas puisse avancer? Est-ce que vous, après votre travail de recherche, après votre travail de rédaction, ça ne fait pas partie des points clés que vous avez repérés? Tout à fait. C'est important. Cet aspect du sujet diaspora, il y en a plusieurs. Après, tout dépend comment on les définit. Si on englobe toutes les personnes qui sont directement issues ou leurs parents du continent africain, donc là on a plutôt un bloc qui reste loin des origines parce que l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, le Nord n'a pas de différence. Pareil, l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est. Pourquoi l'organisation? Parce que les faits qui restent pour moi quand même l'outil, l'élément essentiel sur lequel on va se baser, nous enseignent que les diasporas d'ailleurs, dans l'Afrique, ont aussi des trajectoires qui méritent d'être observées. Quand on regarde effectivement les diasporas indiennes, vietnamiennes, chinoises, on voit qu'il y a beaucoup de différences. Et la grosse différence se fait notamment par l'éducation avant l'organisation. C'est-à-dire que après les indépendances, c'est des groupes qui avaient une espèce de revanche sur
sur le classé, mais adossé à une certaine discipline. L'organisation est là. Et plus tard, il y a le livre d'Émile Choix, parlait justement du succès des diasporas, où elle répertoriait un peu les diasporas asiatiques, mais également elle incluait les juifs et les diasporas libanaises, hein, qui montrait effectivement que tout part déjà du sample familial. Et ça fait traverser rapidement souvent un autre sujet qui n'a pas d'importance ici, mais il était abordé très rapidement dans ce livre. C'était le livre d'Emmanuel Todd, le dernier, où il parlait de la chute du protestantisme, où effectivement il explique aussi les mécanismes, comment les mécanismes familiaux, les religieux, permettent ou pas de structurer le parcours des enfants. Donc c'est ça. L'organisation après arrive par la suite parce que les diasporas indiennes, déjà rappelons qu'aucune diaspora au monde n'a développé un pays. C'est-à-dire que ça c'était déjà censé clore le débat des diasporas miraculeuses qu'on grandit comme étant la dernière trouvaille qui a renversé le monde. Les diasporas indiennes, par exemple, les ont accompagnés de l'essor de l'Inde. L'Inde, c'est pas, là aussi c'est un autre mythe, l'Inde n'est pas encore développée comme on prétend dans certaines vestes, mais l'essor économique que l'Inde a rencontré ces 20 dernières années a été en partie accompagné par ces diasporas. Elles n'ont pas précédé ce mouvement. Elles sont intervenues par petits bouts parce que effectivement le gouvernement local avait créé un cadre attractif, parce que en termes d'infrastructure, il y avait l'internet stable, généralisé à l'échelle du pays, ce qui rendait attractif des investissements de boîtes comme Microsoft, Hewlett Packard, etc. pour se dire on peut aller dans ce sens. Et ça a été pareil pour la SI, où en Chine, après que Deng Xiaoping ait créé les zones industrielles spéciales, les Indiens, justement, et surtout d'ailleurs des Chinois qui vivaient en Malaisie, à Singapour, il y a Hong Kong qui était encore à l'extérieur, ont accompagné une partie de ces zones industrielles. Beaucoup sont arrivés, sont allés vers Shanghai. Et Shenzhen, qui a connu un essor spectaculaire avec des taux de 20-25% par an, ça vient de là. Donc il y a un vrai travail intellectuel à faire sur le sujet pas que des diasporas, sur les sujets africains, parce que je pense que c'est le problème que j'ai avec les slogans. C'est-à-dire qu'on met ça à l'avant et on réfléchit après. Parce qu'il y a un vrai travail. Les diasporas africaines ont énormément de potentiel. Et il y a beaucoup de choses à tirer là. Mais effectivement, si personne ne prend la charge d'organiser ça, de poser une réflexion là-dessus, sans qu'on soit tout de suite dans l'émotion, parce que maintenant, dès qu'on prononce un mot, tout le monde se sent attaqué, on peut plus réfléchir, on dit rien. C'est comme ça. Et je pense que tout commencerait par là. On a un vrai problème, je reviens là-dessus malheureusement, parce que ceux qui me lisent, soit dans la presse, soit dans mes livres, ont déjà l'habitude. Il faut imposer un agenda de réflexion en Afrique. Il ne faut pas qu'on suive la mode. Il ne faut pas qu'on aille brusquement, le monde est changeant. Il faut comprendre les structures, comment elles fonctionnent. Il faut s'accaparer les concepts. Là aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, c'est une menace de l'Afrique. Personne n'en parle et personne en Afrique n'agit. Tant le problème est déjà là. L'Afrique est encore en train de payer des effets du Covid. Après le Covid, il y a eu l'Ukraine. Et là, on a l'Iran. Et ça passe. Et le sujet des diasporas en fait partie. Maintenant, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser les choses de façon à ce que ça aille mieux? Je reste convaincu que le premier investissement, c'est que les diasporas travaillent sur elles-mêmes. Il y a un retard structurel des diasporas africaines comparé à d'autres. Il faut pouvoir combler parce que à l'intérieur des pays d'accueil où elles vivent, il y a d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre. Je termine mon livre avec un exemple aux États-Unis où effectivement les Juifs après la guerre ont remplacé les WAS, les catégories intellectuelles supérieures, et elles-mêmes ont délaissé ces catégories parce que
le boom des startups est arrivé, le cinéma devenait beaucoup plus rentable, et la finance également attirée énormément de talents. Donc beaucoup sont allés de ce côté et ont délaissé les catégories intellectuelles. Et qui est arrivé derrière, c'est les Asiatiques, donc Chinois, Indiens, Vietnamiens, qui sont venus combler ce gap. Donc c'est des dynamiques assez intéressantes qui expliquent pas mal de choses, qui montrent comment les écosystèmes fonctionnent. Et une fois qu'on a une carte du monde et qu'on comprend ce qui se passe, ben oui, là on peut adresser les problèmes. Parce que là, maintenant, on sait ce qui se passe, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'est-ce qui actionne quoi, etc. Mais l'idée de se dire, voilà, on ressort un vieux slogan. Les diasporas, c'est un vieux serpent de mer. C'est 1906. Les diasporas africaines, c'est ouais, tu vois. En 1906, on est en 2026. Et on en parle comme une nouveauté extraordinaire des diasporas. Donc, il faut qu'on redescende sur terre, il faut qu'on réfléchisse et qu'on accepte la critique. Pour une fois, vraiment, je trouve que c'est essentiel pour avancer. Merci beaucoup. On va attaquer le dernier bloc avec juste une question pour chacun d'entre vous. Je suis désolée, on doit accélérer. Mais je vais vous redonner la parole à chacun une fois pour parler de ce troisième bloc qui concerne la circulation des talents. D'abord, Madame Isabelle Herbert-Collet, Orange considère-t-elle les diasporas comme un segment spécifique d'utilisateurs dans sa stratégie? Et si oui, comment est-ce que ça se reflète dans vos produits, dans vos services, pour que éventuellement ça permette un essor de l'organisation de la diaspora, sait-on jamais, après tout ce qu'on s'est dit précédemment. Oui, alors merci de cette question très précise à laquelle j'ai la chance de pouvoir répondre de façon extrêmement optimiste, puisque ça fait depuis 2018 qu'il y a un service qui s'appelle Orange Money et qui est vraiment le cœur de la planète d'outils pour aider, faciliter ces transferts d'argent. Et tous les témoignages des gens, des utilisateurs, sont unanimes sur la facilité et sur je dirais aussi bien du côté de l'émetteur que du destinataire. Ce sont des outils qui ont vraiment permis d'adresser un problème d'exclusion financière, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bancarisés, en donnant un accès facile et une capacité que les directs, ou bien des transformations sur argent direct, une monnaie, que ce soit en temps libre ou notre système numérique. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Orange, c'est bien d'être adressé comme un segment particulier. Dans les pays d'épargne, non, le flux de 10 pays en Europe qui seront ouverts et c'est les grandes constantes et l'expansion. L'étude dont je vous ai présenté un tout petit volet aide aussi à identifier d'autres opportunités de services et clairement qui ne sont pas forcément que sur mobile. C'est en cours de travail et pour donner un signal encore plus fort, c'est parler de notre plan stratégique qui a été présenté tout récemment entre le CEO et le COMEX, ça s'appelle Trust the Future, et dedans il y a un volet spécifique sur les diasporas. Donc c'est beaucoup plus large qu'uniquement les offres et les services. Je pense que ça recouvre des volets dont on parlera un peu plus tard, qui sont effectivement sur le sujet que vous avez cité dans le titre de ce bloc, c'est la circulation des compétences, l'aspect investissement d'Orange en tant que non seulement fournisseur des services en tant que commercial, mais étant implanté de façon très multiple et bien illustré par la présence de notre siège Roméa Blanca, et de plus en plus de participation des personnes originaires des pays dans les fonctions dirigeantes. Voilà, forcément, il y a une vraie volonté d'exploiter ces talents et de les faire. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, concrètement, quelles sont selon vous les voies les plus efficaces pour que des talents issus de la diaspora contribuent au développement, que ce soit national du pays où ils sont implantés ou plutôt du continent africain? Bien, pour répondre à votre question, je vais essayer aussi d'être plus précis. Tantôt, sur l'aspect institutionnel, je t'ai pas allé jusqu'au bout. Il faut que les États africains aussi démontrent clairement que leur diaspora compte pour bien les banques. Je vous donne un exemple
terre à terre. Avez-vous une journée de diaspora africaine ici, en France ou ailleurs? Un seul espace, une fois par an, qui permet de rassembler toutes les diasporas avec toutes les représentations de nos institutions internationales telles que l'Union africaine. J'en connais. Avez-vous vu un titre décerné par le meilleur écrivain, originaire de la diaspora, par le meilleur scientifique, entre guillemets le meilleur politique, mais bon, ça, c'est les votes qui le sanctionnent. Mais pour moi, il y a ces petits éléments, il y a ces petits incitants qui font que vous allez vous sentir appartenir aux deux mondes. Et aussi, nos États ou les États africains et les structures africaines doivent investir sur l'éducation des diasporas, les enfants qui sont nés ici. Allez leur parler d'Afrique. Allez leur parler de la culture africaine. Pour la majeure partie d'entre eux, ils sont déconnectés. Alors comment voulez-vous intéresser quelqu'un à revenir dans son pays de départ, à y investir, à travailler, à apporter un plus, un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas l'histoire, dont il ne connaît pas... Il n'y a aucun lien qui l'attache à ce pays. Donc je pense que le plus grand du job est dans les mains des États africains. Comment travailler à ce que la diaspora ou les diasporas africaines s'intéressent davantage à leur pays d'origine? C'est à nos politiques publiques, à nos politiques institutionnelles au niveau international, de mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens de se sentir valorisés. Dans certains pays, nous avons des expériences où est-ce que des gens ont tout abandonné ici pour aller essayer d'apporter leur modeste contribution au développement. Mais ils ont eu tellement de bâtons dans les roues qu'au final, la seule question qui leur préoccupe, c'est comment sortir de là et essayer de revenir là où j'étais pour reprendre une vie normale. Pour que la diaspora soit un instrument du développement du continent africain, première approche, les États africains doivent mettre en place des mécanismes qui puissent intéresser les diasporas. Tantôt, M. l'écrivain a dit, nul ne va aller investir son argent là où il n'est pas sûr, s'il ne gagne pas, au moins de préserver son capital. Sur le plan humain, c'est la même chose. Nul ne peut aller mettre ses compétences au service d'un pays, au service d'une entité, lorsqu'il a le sentiment profond d'être inutile. Nous devons travailler, les diasporas, c'est ce que je retiens, en tout cas, tout ce qui a été dit ici, nous devons travailler, nous-mêmes, diaspora, se former, se structurer, essayer de parler d'une seule voix pour les intérêts qui concernent nos pays d'origine. Les États africains doivent investir pour la valorisation de leur diaspora respective. Comment pouvez-vous, pour terminer, simplement, un jeune, allez, guinéen, qui a étudié à l'ULB, qui connaît toutes les langues de ce pays, il parle néerlandais, il parle français, il parle allemand. Si vous mettez ce jeune au service d'une mission diplomatique, vous pouvez imaginer le gain, vous pouvez imaginer l'apport que ce jeune peut faire tout de suite dans le rapprochement des deux pays. Il a les deux cultures, il a les langues, il a tous les outils nécessaires pour ouvrir son pays ou ses pays vers le monde. Investissons dans la formation de nos diasporas, investissons surtout, les États africains doivent investir pour valoriser la diaspora africaine. C'est indispensable pour que les gens se sentent intéressés à leur pays ou leur continent de départ. Merci beaucoup, M. Foulard. Le mot de la fin, M. Médir, on va vous demander en 1 minute. Courage. Votre question. Je sais pas faire. Voilà. Ça va être une question sur la fuite des cerveaux ou le retour des talents, selon comment on le prend. Selon vous, comment faut-il repenser complètement notre manière d'envisager la contribution des diasporas de la façon la plus courte que vous pourrez, pour qu'on puisse conclure, si vous voulez. L'éducation,
je sais pas comment faire plus court que ça. L'éducation, McKinsey, je les aime pas beaucoup, mais ils ont pu bien faire un article. Il y a un rapport il y a 2 ans sur le marché des talents. Je vous invite à lire ça, c'est très bon. C'est parler justement de la compétition entre pays actuellement. Et moi, ce que j'ai vu dans ça, c'est le danger que ça représente pour l'Afrique. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui restent, qui ont des compétences, alors que l'Afrique en a besoin, partiront parce que c'est très attractif ailleurs. L'Afrique reste incapable de créer des emplois depuis 22 ans. Toutes les organisations internationales sont d'accord sur un point. L'Afrique, chaque année, doit produire 16 millions d'emplois. Elle n'a jamais dépassé les 3 millions depuis 22 ans. Et le dernier rapport de la Banque mondiale de 2021 sur le sujet avec l'OIT indique que maintenant, il faudrait 20 millions d'emplois par an. Et j'ai regardé encore les chiffres la semaine dernière parce que j'avais une conférence à ce sujet. On est toujours en dessous des 3 millions. Et il y a des chances, il y a des raisons de croire que ça va s'aggraver là avec la guerre en Iran, parce que il y a certaines entreprises qui revoient leur position, notamment sur la partie est africaine qui est très affectée de par sa position géographique avec le Moyen-Orient. Donc on est très loin de ça. Et sur la question des talents, c'est le pire qu'on puisse voir arriver très rapidement. Donc oui, c'est un vrai sujet et il faudrait que les dirigeants africains s'en emparent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour conclure, si on devait retenir une idée de cet échange, la diaspora est une puissance réelle, mais encore en construction. J'ai l'impression, la question n'est plus de savoir si elle compte, mais comment elle s'organise, se structure et peut-être pourra s'imposer finalement. Merci beaucoup, merci beaucoup.